19 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir. Place au sommaire. À la une de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo, ensemble avec les Wazalendo, sont en train de reconquérir des territoires autrefois récupérés par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ceci après la reprise des hostilités depuis plus d'une semaine. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour l'investiture du gouvernement au cours de la session de mars. À 20 jours de la clôture de cette session, les députés nationaux ainsi que la population continuent d'attendre la sortie imminente du premier gouvernement qui sera dirigé par Judith Suminwa Tuluka pour ce second mandat du chef de l'État. Et puis, à l'issue des élections des gouverneurs organisées le dimanche 26 mai à l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, deux candidats ont obtenu le même nombre de voix. Il s'agit de Aimé Pascal Mungo et Nkoso Kevani qui ont obtenu 9 voix chacun. Le deuxième tour est attendu pour ce mercredi 29 mai. Bienvenue dans ce nouveau journal sur Mandico Télévision. À l'issue de la première réunion du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, tenue le samedi dernier sous la direction de Vital Kamerhe, président de la dite Chambre, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, étant donné que la clôture de la session de mars est prévue pour le 15 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, la session ordinaire de mars doit prendre fin le samedi 15 juin 2024 au Palais du Peuple. Le bureau Vital Kamerhe entend capitaliser sur le reste de jours pour l'investiture du nouveau gouvernement de la République, très attendu depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi le 20 janvier dernier à la magistrature suprême pour un second mandat. Ceci est l'une des décisions prises à l'issue de la première réunion du bureau définitif tenu le samedi 25 mai 2024 sous la direction de Vital Kamerhe au Palais du Peuple. L'une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ce calendrier, c'est bien l'investiture du gouvernement tant attendu, a confié à la presse le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Au regard de cette option prise par le bureau Vital Kamerhe et en se référant à la date du 15 juin comme journée prévue pour la clôture de la session de mars, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Désormais, il revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à la première ministre Judith Suminwa Tuluka de prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et dévoiler le plus rapidement possible l'équipe gouvernementale. Dans le cas contraire, au regard des urgences du pays, l'Assemblée nationale pourrait envisager la tenue d'une session extraordinaire au-delà du 15 juin, ce qui impliquerait obligatoirement des coûts supplémentaires pour les trésors publics, déjà en quête de moyens pour répondre aux attentes et urgences de la population. Nommée depuis le 1er avril dernier comme première ministre de la République, Judith Suminwa n'a pas encore formé son gouvernement. Près de 5 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la sortie de son premier gouvernement s'est fait toujours attendre. Malgré les assurances de la porte-parole du chef de l'État donné récemment à une radio locale sur le caractère imminent de sa publication, les choses ne semblent pas bouger. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est très attendu face aux multiples défis que traversent les pays actuellement. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que de la situation socio-économique de la population qui reste préoccupante. Les députés provinciaux de la province de Mai-Ndombe devront à nouveau se présenter dans les urnes le mercredi 29 mai 2024 pour élire le nouveau gouverneur et vice-gouverneur de cette province selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante après les opérations de vote organisées dimanche 26 mai. Aucun candidat gouverneur n'a atteint la majorité absolue, soit 50% des votants plus une voix. Regardez.
Ce second tour aura pour objectif de départager Aimé Pascal Mongo Lokonda et Nkoso Kevani, arrivés en tête avec 9 voix chacun. Proche de l'Union sacrée de la nation, famille politique du chef de l'État, les deux candidats se sont présentés en indépendant pour ces élections qui arrivent plus tard que les autres provinces. Après les contrôles de cohérence des résultats tels que présentés par les centres locaux de compilation de résultats, aucune majorité absolue n'a été atteinte au premier tour. Par conséquent, conformément à l'article 170 de la loi électorale, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante publie la décision portant convocation du second tour de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Mai-Ndombe à la date du mercredi 29 mai 2024. Seuls peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête du premier tour compte tenu de retrait ou de désistement éventuel. La détérioration de la situation sécuritaire dans cette province suite à l'activisme de Milice Mobondo n'avait pas permis aux autorités et à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser les élections dans cette partie du pays au même moment que les autres provinces. Le vainqueur du second tour va succéder à Madame Rita Bola à la tête de la province de Mai-Ndombe. Parmi les priorités qui attendent le nouveau gouverneur, il y a notamment l'amélioration de la situation sécuritaire et l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais de cette partie du pays. Et dans l'actualité aussi, la situation reste tendue dans la province du Congo central depuis l'annulation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs par le Conseil d'État. Les nouvelles élections ne sont pas encore reprogrammées. Les Né-Congo appellent le chef de l'État, étant garant de la nation, de s'impliquer personnellement pour la passation pacifique du pouvoir dans la province du Congo central, comme c'est le cas dans d'autres provinces du pays. Jocelyne Massière. Les Né-Congo se trouvent actuellement devant une situation confuse. Eux qui croyaient tourner la page de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, ces derniers ont assisté à son annulation par le Conseil d'État pour irrégularité, après une requête de contestation de cette élection introduite par le gouverneur sortant Guy Bandundungidi pour réorganiser d'autres élections où les deux candidats, dont le gouverneur sortant Guy Bandundungidi et Grace Maswangi Bilolo, vont se confronter pour un second tour. Une décision que bon nombre de Né-Congo jugent moins favorable pour la cohésion au sein de cette province et la passation pacifique du pouvoir telle que prônée par le chef de l'État. Selon ce dernier, le gouverneur sortant doit apprendre à accepter sa défaite et laisser la gestion de la province à son successeur. Cela ne devrait en aucun cas faire objet de contestation. Nous ici dans la ville de Boma, nous n'avons pas de réalisation du gouverneur Guy Bandou et plusieurs d'entre nous ne les connaissent pas. Peut-être là-bas à Matadi, mais pas chez nous ici à Boma. C'est une première fois pour nous de vivre l'annulation d'une élection de gouverneur. Guy Bandou a fait son mandat, nous n'avons rien vu en termes de réalisation et il veut encore continuer. Nous donnons la chance au deuxième gouverneur, Grace Bilolo. Guy Bandou, nous ne voulons plus de lui. Nous sommes à Matadi. Nous ne voulons pas les faits dans notre province. Guy Bandou, si vous êtes réellement un Né-Congo, accepte ton échec et laisse la place au nouveau gouverneur Grace Bilolo de diriger. L'implication du chef de l'État étant garant de la nation est vivement souhaitée pour rétablir de l'ordre dans la province du Congo central. Dans un autre chapitre, depuis plus d'une semaine, les affrontements ont repris de plus belle entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'armée congolaise bénéficie de l'appui des Wazalendo. Cette recrudescence des hostilités fait suite à une offensive lancée par les FARDC sur plusieurs fronts avec pour objectif de reprendre le contrôle de certaines localités dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Suivez. Les transferts de jeunes délinquants, communément appelés Kuluna de Kinshasa vers Kanyama-Kasissé, se poursuit. Le samedi, un nouveau groupe de 325 jeunes a été confié au service national pour y suivre une formation militaire et professionnelle. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, précise. 319 garçons et 6 filles.
ils vont à Kanyamaka CC via Mbujimaï. Dès qu'ils arrivent à Mbujimaï, les véhicules sont là, nos équipes de Kanyamaka CC, nos équipes de Mbujimaï sont sur place, ils vont le prendre en charge, la nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyamaka CC. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyamaka CC. Parmi ces jeunes figure un volontaire qui s'est démarqué. Accompagné de son père, il a décidé de se mettre au service de la nation. Le père, visiblement fier, a expliqué les motivations de son fils. La motivation est que c'est le patriotisme. Le premier point, c'est le patriotisme. Mon fils a compris qu'il est congolais et il doit servir le pays. Servir le pays, c'est passer par la formation militaire et la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité et le développement de ce pays. Au fil des ans, l'image des Kanyamaka CC a évolué. Autrefois perçu comme un lieu de perdition, il est désormais vu comme un centre de réhabilitation et de formation. En 2020, lorsqu'ils allaient à Kanyamaka CC pour la première fois, ils plairaient en route car ils pensaient qu'ils allaient y être tués. Arrivés sur place, ils en sortent très fiers et contents. Un autre transfert est prévu pour le mercredi prochain. Et puis le transfert des jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, de Kinshasa vers Kanyamaka CC se poursuit. Et ce samedi, un nouveau groupe de 325 jeunes a été confié au service national pour y suivre une formation militaire et professionnelle. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a précisé 319 garçons et 6 filles sont en route pour Kanyamaka CC via Mbujimaï. Dès leur arrivée à Mbujimaï, nos équipes prendront en charge leur transport. Parmi ces jeunes, un volontaire s'est démarqué. Accompagné de son père, il a décidé de se mettre au service de la nation de son propre chef. Suivez. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Le marché municipal de Matete, le deuxième plus grand de Kinshasa, a pris feu au soir du dimanche 26 mai 2024. À en croire les témoins, le feu est parti de l'école foyer de cette municipalité depuis 18 h et a commencé sa progression autour du marché. Et c'est à 22 h que le camion anti-incendie est arrivé sur les lieux. Les dégâts matériels sont énormes. Regardez. C'est une scène horrible à laquelle plusieurs personnes assistent impuissantes après plusieurs tentatives d'intervention sans succès. Le marché municipal de Matete, le deuxième plus grand de Kinshasa après les gigantesques Zando, situé au quartier Mutoto dans la commune de Matete, a pris feu au soir du dimanche 26 mai 2024. Sur place, c'est la désolation. Tout est en cendres, marchandises, tôles et tout ce que cet incendie d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés, notamment dans le pavillon où sont vendus les produits traditionnels, les bidons, les bouteilles en plastique et autres. À en croire les témoins sur place, c'est depuis 18 h, heure à laquelle le feu a commencé sa progression. C'est à 22 h que le camion anti-incendie est arrivé sur le lieu. Les dégâts étant énormes, il n'y avait plus d'eau pour éteindre le feu. Un témoin tente de relater le fait. Foyer. Les gens commis au nettoyage de l'école foyer avaient balayé et entassé les déchets en dessous du climatiseur, ayant allumé le feu pour brûler ces immondices, sachant que le fréon est un gaz, ceci a provoqué cet incendie. Et il faudra aussi comprendre qu'à côté, il y a des dépôts du marché. Il y a eu de nombreux dégâts, plusieurs pertes. Tout le stock de marchandises, le pavillon de sacs s'est même écroulé. Le bourgmestre de la commune de Matete est arrivé depuis la nuit jusqu'à ce matin pour constater le dégât. Outre les pertes de nombreux biens, une ancienne école de référence de Matete, foyer, a également été endommagée par ces drames, brûlant de nombreux documents d'élèves.
On parle santé à présent, l'hygiène menstruelle des jeunes femmes et filles. Le sujet a été abordé le week-end dernier dans un atelier tenu à Kinshasa en prélude de la journée lui dédiée. L'hygiène menstruelle constitue un sujet tabou dans plusieurs familles congolaises et pourtant elle figure parmi les droits fondamentaux pour toutes les femmes. C'est la raison pour laquelle ONU Femmes et les caucus des jeunes femmes leaders ont réfléchi sur cette question puisque plusieurs études démontrent qu'une femme sur 10 n'a pas accès aux produits appropriés pour l'hygiène menstruelle dans le monde. Regardez. C'est une question inquiétante pour beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles à travers le monde. Une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès aux produits d'hygiène adéquats. C'est ce qu'a révélé Dorcas Boilelo, la présidente du caucus de jeunes femmes leaders, au cours de cet atelier. L'hygiène menstruelle est un droit fondamental pour toutes les femmes et les filles. Pourtant, aujourd'hui encore, une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats. Cela signifie que ces femmes et ces filles sont obligées de gérer leurs règles dans des conditions insalubres et humiliantes. Tout en reconnaissant les efforts fournis dans la sensibilisation pour une bonne gestion menstruelle, Dr Jules Moulimbi a invité les participants à préparer un plaidoyer sur l'hygiène menstruelle à déposer sur la table du gouvernement. Nous tenons à saluer l'engagement des jeunes femmes dans la défense des droits des femmes. Nous vous encourageons à continuer sur cette voie. Certes, beaucoup de choses ont déjà été faites dans plusieurs domaines, mais il reste encore beaucoup à faire. Et quand je vois ce sont des jeunes femmes leaders qui prennent la chose à main, ça nous encourage parce qu'il faut préparer la relève. Alors, il faut souligner aussi l'importance de l'hygiène menstruelle dans la santé de manière générale et plus particulièrement la santé sexuelle. Lorsque les femmes et les jeunes ont leur menstrues, faute des moyens, plusieurs parmi elles utilisent n'importe quel produit d'hygiène durant cette période. Face à ce problème, Wanita Salibi Océane, qui a déjà été une fois victime de mauvais produits, a créé sa propre marque de produits d'hygiène menstruelle. Elle est chef de la société Nita qui commercialise ce produit. Elle a partagé une expérience pour aider les jeunes filles à se protéger de multiples infections. Pour moi, une jeune fille doit apprendre, déjà, il faut commencer par l'éducation. Beaucoup de jeunes filles qui ont leur menstruation aujourd'hui ne savent pas ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elles saignent et quelles sont les causes, les conséquences et consorts. Donc pour une jeune fille, moi je dirais qu'elle doit d'abord se documenter, d'où le rôle, ce que je fais, mais je ne peux pas être partout non plus, donc j'aimerais aussi qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le même travail que moi, donc c'est-à-dire éduquer les jeunes filles dans les écoles, dans les camps, dans les universités, dans les orphelinats aussi, donc c'est-à-dire leur apprendre que voilà, quand elles ont leur menstruation, il faut se laver 2 fois par jour, il ne faut pas mettre parce que j'ai entendu aussi des jeunes filles dire mettre des protections à l'intérieur pour pouvoir nettoyer à l'intérieur à la fin de leur règle. Non, ça il ne faut surtout pas faire. C'est en prévision de la célébration le 28 mai de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle que cette journée de réflexion a été organisée. Elle doit être prise très au sérieux par les autorités, à l'instar d'autres questions de santé publique. Page africaine à présent, à la veille des élections prévues le 29 mai, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a mobilisé les militants de son parti Umkhonto we Sizwe, dont il est devenu la figure centrale. Cette formation déstabilise le Congrès national africain, l'ancien parti de Zuma menacé de perdre sa majorité parlementaire. Un autre groupe des partisans s'est réuni dans la province du Cap-Oriental pour prier pour le succès de leur parti. Parmi eux, Siboniso Gwala, sympathisant d'Umkhonto we Sizwe, explique que ces partis représentent tout un symbole. L'Umkhonto n'est pas seulement pour les habitants du Natal. C'est un appel pour l'ensemble du peuple sud-africain. Avant qu'il y ait des armes, nous avions l'habitude de manier des lances. Chaque homme tenait une lance pour protéger sa maison. C'est donc la lance qui libérera ce pays. Umkhonto, c'est sûr, gagnera ces élections. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous aborderons toutes les questions au fur et à mesure que le temps passera.
Je ne peux pas parler pour l'ANC ou pour l'EFF parce qu'ils ont aussi leurs propres idées, mais l'Umkhonto libérera le peuple noir. Le parti MK a été fondé par l'ancien président Jacob Zuma, aujourd'hui âgé de 82 ans. Chassé de l'ANC en 2017, il avait démissionné de son poste de président en 2018 sous les coups d'allégations de corruption. Le 20 mai dernier, la Cour constitutionnelle saisie par la commission électorale a jugé que la condamnation de Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice en juin 2021 le disqualifiait. Malgré la remise de peine accordée par le président Cyril Ramaphosa, la décision du tribunal n'empêche pas que le parti MK se présente aux élections. Et pour terminer, le gouvernement kényan a adressé le bilan des inondations dévastatrices de ces derniers mois. C'est près de 300 personnes qui ont perdu la vie et plus de 200 000 qui ont été déplacées depuis le mois de mars en raison des crues soudaines provoquées par les fortes pluies actuelles. Regardez. Les récoltes sur environ 168 092 acres de terre ont été détruites, menaçant la sécurité alimentaire. Alors que les agriculteurs comptent leurs pertes, les déluges a mis en évidence le manque de préparation du Kenya aux catastrophes, soulignant la nécessité d'une gestion durable de terre et d'une amélioration de prévision. Je suis agricultrice depuis 38 ans, mais je n'ai jamais été confrontée à des pertes d'une telle ampleur. C'est le niveau de perte le plus dévastateur dont j'ai jamais été témoin. Selon les experts, pour atténuer les effets négatifs de l'érosion de sol et des inondations, il est essentiel de pratiquer une gestion durable de terre. Jeanne Kirui, responsable de l'agriculture au sein du gouvernement du comté de Narok, met l'accent sur l'aménagement de terrasses et d'autres mesures telles que les cultures de couverture qui permettront à l'eau d'être absorbée. Parce que cette région est sujette au glissement de terrain et à l'érosion, nous conseillons aux agriculteurs d'enherber leurs fermes, de planter des cultures de couverture et d'emménager des terrasses. Ainsi, les cultures de couverture permettront à l'eau de s'infiltrer dans le sol, évitant ainsi tout ruissellement dans l'exploitation qui pourrait provoquer l'érosion. Aujourd'hui, une crise de la sécurité alimentaire se profile à l'horizon, ainsi que des prix encore plus élevés dans un pays dont le président avait entendu faire de l'agriculture un moteur encore plus important de l'économie. Place au rappel des titres avant de refermer ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ensemble avec les Wazalendo, sont en train de reconquérir des territoires autrefois récupérés par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ceci après la reprise des hostilités depuis plus d'une semaine. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour l'investiture du gouvernement au cours de la session de mars. À 20 jours de la clôture de cette session, les députés nationaux ainsi que la population continuent d'attendre la sortie imminente du premier gouvernement qui sera dirigé par Judith Suminwa Tuluka pour ce second mandat du chef de l'État. Et puis, à l'issue des élections des gouverneurs organisées le dimanche 26 mai à l'Assemblée provinciale du Maïndombe, deux candidats ont obtenu le même nombre de voix. Il s'agit de Aimé Pascal Mungo et Nkoso Kevani qui ont obtenu 9 voix chacun. Le deuxième tour est attendu pour ce mercredi 29 mai. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir chez vous.